troisième rendez-vous de ces entretiens donc de la chocolaterie avec Pascale Chambon. Votre épouse n'était pas présente, mais c'est pour une série de livres que vous avez écrit à deux mains, à quatre mains plutôt du coup. À quatre mains. On dit, même si on écrit avec deux mains, objectivement. C'est vrai. Alors vous, votre spécialité, Monsieur Chambon, c'est l'histoire, l'histoire locale en l'occurrence. Vous avez donc coécrit avec votre épouse trois magnifiques livres aux éditions donc principalement Sutton. Donc trois magnifiques livres dont le titre finalement est assez commun. C'est ce fameux patrimoine insolite et secret. Alors pourquoi cet intérêt comme historien pour le patrimoine insolite et secret? Pour nous faire entrer sur des territoires qu'on connaît finalement. On connaît bien la Loire, c'est un département qui, surtout si on est ligérien, pour faire entrer sur ces territoires de manière un petit peu originale. Il y a toujours un angle un petit peu différent. Éviter de parler toujours des évidences de Geoffroy Guichard ou de la mine. Il y a d'autres manières d'aborder notre département. Alors, insolite et secret, il y a une petite nuance, hein. Même si Tout les deux adjectifs sont coordonnés. Tout à fait. Insolite. Alors, je vous demande une petite explication de texte. Insolite. Insolite, par exemple, les vestiges romains dans le département de la Loire. Ouais, on les mettrait pas là. Qui sont assez méconnus parce que, étant près de Lyon, on a toujours tendance à penser aux ruines gallo-romaines de Fourvière, etc. On est un petit peu dans l'ombre de Lyon, de ce côté-là. Alors quand il y a un théâtre gallo-romain à Montbrison, théâtre de Moins, qui devait accueillir 4 ou 5 000 personnes il y a 2000 ans, finalement, assez peu de gens connaissent ce patrimoine. Là, on est à la fois dans l'insolite et le secret. Voilà, alors oui, justement, ce secret. La nuance est fine, hein. Secret, quand est-ce qu'on passe de ce côté du secret? Secret, ça peut être des aspects cachés. Par exemple, à Montbrison, il y a des traces d'un passé disparu que l'on voit un exemple, tiens, qui me vient. Il y a une église qui a existé longtemps dans le centre de Montbrison, une église médiévale. Elle a été rasée, mais ses fenêtres extérieures sont conservées dans des murs de Montbrison, dans des magasins, dans des commerces. Quand on traverse une rue montbrisonnaise, on est à l'emplacement de l'église qui a disparu, mais les églises sont comme une espèce de, comment dire, d'ombre de l'église disparue. Les fenêtres sont sur les côtés. D'accord. Par exemple. Donc, si je comprends bien, vous, donc, historien, on va dire, historien de profession, historien de pratique, avec ces livres, vous êtes parti aussi, comme dans le Da Vinci Code, à une enquête, à des enquêtes. Vous avez mené des enquêtes, Pascal. Oui, c'est moins meurtrier que le Da Vinci Code, quand même. On a fait gaffe. Mais oui, le cimetière de Suril-Comtal. Cimetière de Suril-Comtal. Il y a des tombes franc-maçonnes avec des symboles maçonniques dessus. Voilà, un côté secret. Comment vous avez procédé? Vous avez suivi des pistes, on vous a donné des indications, on vous a parlé, il y a eu des indicateurs. On travaille sur source, comment on fait? Il y a un peu de tout, exactement. Il y a ça. Il y a ce qu'on apprend par des gens qui savent. Il y a ce qu'on apprend par des livres plus anciens que les nôtres, beaucoup plus anciens que les nôtres. Les articles dans la presse aussi, par moment. La presse locale, elle est riche, hein, dans le Progrès, par exemple, on trouve beaucoup de choses. Donc voilà, en croisant toutes ces choses-là. Et après, comment on raconte? Parce qu'on pourrait raconter en mettant un style un petit peu ornemental, ou au contraire un style plus scientifique, factuel, comme on dit. Comment vous avez choisi de raconter? Vous me disiez, c'est pas un secret, votre épouse est prof de français, et elle vous a aidé à faire plus court et plus efficace. Oui. C'est vrai que moi, je suis l'historien de l'équipe, donc je cherche. On est beaucoup allé sur le terrain, elle et moi, pour faire les photos, pour interroger les gens aussi, parce que il y a la parole aussi. Ouais. Ah oui, il y a des éléments qu'on a découverts, on ne les connaissait pas avant de se rendre sur les lieux, et on essaye de pas faire trop scientifique, histoire scientifique sur la forme, et pas trop littéraire non plus, que ce soit facile à lire, que les gens puissent se promener dans le livre comme ils vont se promener sur le terrain. Alors, il y a quand même une bibliographie, je présume que c'est sourcé. Ah oui. C'est globalement sourcé. Il y a un index. Ça dépend les volumes. Il y a des cahiers photos. Oui. Très important. Beaucoup de photos. Beaucoup de photos. Des vues aériennes? Parfois.
D'accord. Donc cette analyse finalement Da Vinci Code, on va dire, votre analyse Da Vinci Code, elle vous a amené à des vraies découvertes, ou est-ce que ça vous changez votre regard sur ce département un petit peu voilà, qu'on n'arrive pas forcément à définir? Vous voyez, le département de la Loire. C'est une scission du Rhône, vous voyez? Oui, oui, mais c'est quand même le Forêt. Ah, c'est quand même le Forêt. Il a quand même une vraie... C'est un des rares départements français. J'en parlais hier avec quelqu'un sur le salon du livre, là. C'est un des rares départements français qui correspond à quelque chose qui existait avant la Révolution. Vraiment. ah oui, un pays. Ouais. Le pays de l'Astrée. Oui. Le Forêt, c'est quand même une unité. Alors, ce que j'ai découvert, moi, souvent, ce qui est insolite, étant stéphanois d'origine, ce qui est insolite pour moi, c'est le Rouennais. Et on le sait tous, hein, que quand on est stéphanois, Rouen, c'est loin. Vous le mettez dans la Loire. Vous n'avez pas le choix. Ah bah, quand même. Quand même. Quand même. Et c'est vrai que le Rouennais a une grande richesse de patrimoine, d'architecture différente, je sais pas, de toits vernissés, par exemple, alors qu'il n'y en a pas dans le reste du département. D'accord. Il y a des choses qui ressemblent déjà un petit peu à la Bourgogne. Oui. Et vous avez eu l'impression, du coup, de faire vous-même, ça mise à jour vos codes? Votre lecture du territoire? Oui. Alors, qu'est-ce que vous, depuis que vous vous tracassez sur ces questions-là, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la caricature, comme vous dites, du départ de ce monde un peu de la révolution industrielle, hein, oui, qui est devenu autre chose, quoi? Un temps plus long, peut-être? Oui, exactement. Puisqu'on y a mis aussi parfois les mégalithes. Des mégalithes? Oui, il y a des dolmens et des menhirs. Dolmens, ou ça? Il y a un dolmen à côté de Saint-Mandé-le-Château, par exemple. D'accord. C'est un des rares. C'est un des rares dans la Loire. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait là? Eh ben, les hommes du néolithique qui ont enterré quelqu'un dedans. Mon Dieu. C'est des tombes. Mon Dieu. Et il est visible, oui, à Luriec, sur la commune de Luriec, à côté de Saint-Mandé-le-Château. D'accord. D'autres. Alors, on va peut-être passer au. Alors, on fera nos voisins à la fin, à la Haute-Loire. On va quand même leur laisser une petite place. Histoire et patrimoine. Là, on en est sur un titre plus classique. Édition La Tribune Le Progrès. Oui, c'est une coédition. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une commande? C'est quoi? Au départ, c'est les éditions Sutton avec lesquelles on travaille qui ont lancé le projet. Et je ne sais par quel hasard, le Progrès a été diffuseur. Ouais. Et il a été diffusé d'abord par le Progrès. Donc, par voie de presse. Oui, exactement. On le trouve dans les kiosques. Ah oui, on le trouvait même dans des boulangeries, on le trouvait même... Ah oui. Ah oui, c'était assez déroutant d'ailleurs de voir ce livre vendu à côté des baguettes et des michons. Et voilà. Alors lui, c'est particulier, c'est différent. C'est une voyage dans le temps et dans l'espace. Ouais. On commence avec Saint-Étienne au Moyen-Âge, les traces qu'on peut trouver, Valbenoît par exemple, et puis ensuite on se promène dans la ville. Oui, il y a les strates. Voilà. Il y a un chapitre particulier sur la Grand-Rue, parce que la Grand-Rue vaut le coup à elle toute seule. Mmh. Et puis toute la création du 19e siècle, quoi. Le plan qui a été fait par les architectes d'El Gabio vers 1800, qui a complètement transformé la ville. Mmh. On a une ville qui est du 19e. Mmh. On est là dans les arcades qui ont été voulues finalement à cette époque-là. Le plan que vous avez adopté, donc vous dites c'est un voyage à la fois géographique et historique, c'est ça? Vous êtes donné comme le tram finalement, un petit peu de fuite. Le tram, c'est la tram, oui. Oh, c'est joli ça. Ça c'est joli. Désolé. Vous êtes arrêté quand? Parce que l'histoire continue de se faire et le patrimoine continue de se faire. J'ai vu qu'il y avait des photos de Gruner. Oui, il y a tout. Il y a les quelques immeubles très colorés du quartier de Château-Creux, par exemple. Ouais. Il y a la mosquée du quartier du Soleil. D'accord. Voilà, c'est le Saint-Étienne qui bouge et qui change. Et sur la question alors parce que du coup c'est patrimoine, donc quand on entend ce mot patrimoine aujourd'hui, on pense Stéphane Bern et on pense rénovation du petit patrimoine. Est-ce que la Loire est impactée par cette question du petit patrimoine? Ce sera ma dernière question. Oui, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à sauver? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à entretenir? Oui, il y a pas mal de choses. Oui. Le petit patrimoine, parfois, il est très modeste. Hein. C'est dans le Forêt, dans la plaine du Forêt, dans les monts du Forêt, il y a énormément de puits anciens, par exemple. C'est des choses qui sont typiques et qui se dégradent vite, par exemple. Donc il y aura un appel éventuellement à mobiliser
Oui, mais les gens sont sensibles à ça. Donc souvent dans les communes, les gens se bougent pour réparer localement, quoi, sans faire appel nécessairement à des aides extérieures. C'est-à-dire que dans 200 ans, quand vos arrière-petits-enfants écriront un nouveau livre, on aura préservé le patrimoine, vous pensez? J'espère. Bon, bah, ce sera un mot d'espérance pour terminer cet entretien. Pascal Chambon, je vous remercie d'être venu. Votre épouse est excusée. À la prochaine, donc à la prochaine histoire. Merci. Insolite ou patrimoine? Je laisse des points de suspension parce qu'il y a un projet qui n'est pas encore fixé. Donc, bon. suspense. Et puis, pour ceux qui voudraient le lire, il y a aussi donc la Haute-Loire, patrimoine insolite. On a oublié un petit peu la Haute-Loire. Mais la Haute-Loire, c'est un peu la Loire aussi. Il y a tellement de gens qui viennent de la Haute-Loire chez nous. Et puis, l'insolite, vous avez pris, comme par hasard, donc la fameuse Vierge du Puy. Oui. Oui. C'est vrai. Merci, en tout cas.